Il était une fois, dans la ville animée d'Enugu, une femme extrêmement riche. Elle était l'une des femmes les plus riches de l'État. Elle incarnait un modèle de richesse, de grâce et d'influence. Son manoir, une grande propriété aux portes dorées et au sol en marbre, faisait l'envie de beaucoup. Mais, au milieu de tout ce faste et de ce glamour, Nnedi possédait un trésor qui éclipsait toute sa richesse matérielle, son fils unique, Chiadina. Dès la naissance de Chiadina, Nnedi lui prodigua tout ce que son petit cœur désirait. Des objets dorés, des vêtements de bébé en soie importés d'Europe, et une chambre d'enfant peinte avec de véritables accents dorés. En grandissant, rien ne changea. Il avait les meilleurs tuteurs, les gadgets les plus chers, et des voitures qu'aucun adolescent n'aurait rêvé de posséder. Si Chiadina avait voulu la Lune, Nnedi aurait payé une équipe de scientifiques pour aller la lui chercher. Elle aimait tellement son fils et le comblait de tant de luxe. Mais, au milieu de tout ce luxe, la discipline était une étrangère dans la maison de Nnedi. Un jour, alors que Chiadina avait 10 ans, il cassa la fenêtre du bureau du directeur avec une pierre parce qu'il avait été grondé pour être arrivé en retard en classe. Après avoir été convoqué, sa mère, Nnedi, entra dans l'école avec son SUV de luxe, portant des lunettes de soleil valant plus que le salaire annuel du directeur. « Mon fils doit avoir une raison », déclara-t-elle avec hauteur, tout en s'excusant à sa place. Le directeur secoua la tête, tout en essayant de lui expliquer que son fils Chiadina avait besoin d'une certaine forme de direction. « Il ne peut pas continuer à faire ce qu'il veut, dit-il à Nnedi. Mais celle-ci éclata de colère. « Essayez-vous de m'apprendre à être une mère ?» demanda-t-elle sèchement au directeur, tout en lui rappelant sa place dans la société. « Tu n'es qu'un simple directeur dans cette école, et cela ne te donne pas le droit de me dire comment élever mon fils, siffla-t-elle d'une voix aigre et tranchante. Le directeur secoua la tête, parlant doucement. « Madame Nnedi, je parle seulement parce que je m'en soucie. Mais si vous ne pouvez pas voir le danger qui vous attend, alors j'ai fait ma part. » D'un geste dramatique de la main, Nnedi se retourna et sortit du bureau du directeur. Ses talons claquaient contre le carrelage poli. Chiadina sourit tandis qu'il marchait derrière elle. Ce jour-là marqua le début d'un cycle dangereux. Un cycle où Chiadina réalisa que, quoi qu'il fasse, sa mère le protégerait toujours des conséquences. Quelques semaines plus tard, Chiadina rentra chez lui et fut accueillie par sa nounou, Soma. Elle l'aida à enlever son uniforme et à le changer en vêtements simples. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter sa chambre, Chiadina lui attrapa les seins et se mit à rire. Soma ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Elle le gifla violemment au visage et l'avertit de ne plus jamais essayer une telle bêtise avec elle. Mais Chiadina, au lieu de s'excuser, se mit à pleurer bruyamment. Sa mère, Nnedi, qui était dans sa chambre à ce moment-là, se précipita vers lui, affolée. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en pleurant. Soma expliqua ce que Chiadina lui avait fait. Nnedi, au lieu de gronder son fils, gifla Soma au visage. « Comment oses-tu gifler mon fils parce qu'il a touché tes seins ? Tes seins sont-ils en or ?» demanda-t-elle à Soma, choquée par les paroles de sa patronne. « La prochaine fois que tu poseras les doigts sur mon fils, ce sera la dernière fois que tu seras libre sur cette terre, » dit Nnedi, en sortant furieuse avec son fils. Soma resta là, immobile, envisageant de quitter la maison. Cependant, l'état de santé de sa mère l'en empêchait, car elle avait besoin d'argent pour s'occuper de sa mère malade et de ses jeunes sœurs. Elle continua donc à s'occuper de Chiadina, qui continuait à la toucher de manière inappropriée, sans crainte. Soma endura l'humiliation pendant des années, jusqu'à ce qu'elle obtienne un meilleur emploi et quitte enfin la maison. Plusieurs nounous allaient et venaient, et Chiadina les touchait de manière inappropriée, sans que personne n'ose se plaindre, sachant à quel point Nnedi était prête à tout pour protéger son fils. Lorsque Chiadina eut 18 ans, il était pratiquement intouchable. Il possédait une flotte de voitures de luxe, portait des vêtements de marque, et vivait sa vie sans retenue. Il passait ses nuits dans des clubs où l'alcool et la musique forte étaient devenus son refuge. Lorsqu'il accidenta sa première voiture de sport, Nnedi la remplaça sans sourciller par un modèle encore plus tape à l'œil. « Ce n'est qu'un garçon, laisse-le profiter de sa jeunesse, » dit-elle avec dédain à sa sœur Uloma, qui n'aimait pas la manière dont elle gâtait son fils. Nnedi ne voyait rien de mal à laisser son fils dépenser son argent. Après tout, il était l'héritier de toute sa fortune, et elle ne lésinait sur rien quand il s'agissait de lui. Il avait un compte bancaire bien garni et voyageait dans tous les pays qu'il voulait. Chiadina était imprudent et cruel. Il traitait mal les gens, parlait durement au personnel domestique, et ne se souciait pas des sentiments des autres. Ses fantasmes d'enfance s'étaient transformés en perversion sexuelle. Il commença à s'en prendre à de jeunes femmes vulnérables, les charmant avec des mots doux et des promesses vides. Une certaine fille nommée Ifenenia, brillante étudiante universitaire issue d'une famille pauvre, tomba sous son charme. Rapidement, elle tomba enceinte.
Quand elle annonça la nouvelle à Chiadina, il se moqua d'elle et lui dit de se débarrasser de la grossesse. Iphigénia, stupéfaite, ne s'attendait pas à une telle réaction. Il avait fait semblant de l'aimer uniquement pour lui voler sa virginité. Elle se sentit utilisée. Elle parla à son ami Tcheta, qui lui conseilla d'aller en parler à la mère de Chiadina. Suivant ce conseil, Iphigénia se rendit au grand manoir. À son arrivée, les agents de sécurité lui refusèrent l'entrée, faute d'invitation formelle. Elle fit tout ce qu'elle pouvait pour entrer, en vain. Alors qu'elle s'apprêtait à repartir, un SUV luxueux s'arrêta devant le portail. Iphigénia jeta un œil à l'intérieur et réalisa qu'il s'agissait de Nedi. Elle s'approcha rapidement, et cette dernière fit signe à la sécurité de la laisser entrer. Iphigénia pénétra dans le manoir, émerveillée par sa beauté. De toute sa vie, elle n'avait jamais vu un lieu aussi somptueux. Elle rencontra Nedi, qui la regarda avec dégoût. « Que veux-tu » demanda-t-elle. Iphigénia, courageuse, expliqua ce que Chiadina lui avait fait. Sa voix tremblait alors qu'elle lui racontait comment il l'avait trompée, volé son innocence et abandonné avec une grossesse. Ses larmes coulaient librement. Nedi resta de marbre. Lorsqu'Iphigénia termina, elle laissa échapper un petit rire sans joie. « Tu penses être la première fille à venir ici avec cette histoire pathétique ? Tu crois que je ne connais pas des filles comme toi ? Vous êtes toutes des chercheuses d'or. » Iphigénia resta bouche bée, choquée. « Madame, je vous dis la vérité. Je ne suis pas ici pour votre argent. J'ai juste besoin que votre fils prenne ses responsabilités. S'il vous plaît, ma famille est pauvre, je ne peux pas faire cela toute seule. » Mais Nedi n'écoutait pas. Elle fouilla dans son sac à main, en sortit une liasse de billets, qu'elle jeta au visage d'Iphigénia. « Prends ça, et débarrasse-toi de cette chose dans ton ventre. » Elle claqua des doigts. Ses gardes de sécurité apparurent immédiatement. « Sortez cette fille de mon domaine. Et si jamais elle remet les pieds ici, lâchez les chiens sur elle. »« Non, madame, s'il vous plaît. » cria Iphigénia, alors que les gardes l'attrapaient par les bras et la traînaient hors du manoir. Les grandes portes se refermèrent derrière elle. Iphigénia réalisa qu'elle était seule dans sa lutte. Elle retourna voir son ami, qui lui conseilla de ne pas se débarrasser de sa grossesse. Iphigénia ne savait pas quoi faire. Elle était tellement terrifiée par les dangers d'un avortement que toutes les histoires horribles qu'elle avait entendues en grandissant, des femmes qui avaient perdu la vie à cause d'un avortement, commencèrent à envahir son esprit. Elle pensa à ses pauvres parents, qui vendaient tout ce qu'ils avaient pour l'envoyer à l'école. « Je ne peux pas les décevoir en gardant cette grossesse, » dit-elle à son ami Tcheta, qui comprit immédiatement son dilemme. « Je te soutiendrai, quelle que soit la décision que tu prendras, » répondit Tcheta à Iphigénia, qui la remercia d'être une vraie amie. Les mois passèrent, et le comportement de Chiadina continua de s'aggraver. Plusieurs autres femmes se présentèrent à la porte de sa mère, prétendant être enceintes de lui. Nedi, comme d'habitude, leur jeta de l'argent et leur ordonna de se débarrasser de la grossesse. Elle commença même à soupçonner que ces femmes prétendaient être enceintes uniquement pour lui extorquer de l'argent. Nedi décida à ce moment-là de ne pas donner un centime à une autre femme qui viendrait chez elle en prétendant être enceinte. Elle s'assit là épuisée lorsque sa sécurité se précipita pour l'informer qu'une jeune femme était à sa porte, son corps taché de sang. Dit-il à Nedi, qui lui demanda de la laisser entrer. Nedi sentit son cœur s'emballer. Elle attendit patiemment la jeune femme qui s'approcha d'elle en pleurs. Elle lui demanda ce qu'elle voulait et la jeune femme révéla que son fils Kina l'avait violée. « Il a profité de moi sans mon consentement » pleura la jeune femme tandis que des larmes coulaient sur ses yeux. Nedi pouvait voir le sang sur ses vêtements. Elle regarda la jeune femme avec dégoût tout en la blâmant pour tout ce qui s'était passé. « Pourquoi t'es-tu rendu disponible pour mon fils en premier lieu ? Si tu étais à la maison avec ta famille, tout cela ne serait pas arrivé. » La jeune femme qui s'appelait H se figea sous le choc en entendant des mots aussi méchants de sa part. Elle resta là tandis que Nedi lui demandait si son fils était le premier à profiter d'une fille au monde. « Vous les filles de pacotille, vous devez vous tenir à l'écart de mon fils, dit-elle à Hutch, qui fut alors expulsé de chez elle et averti de ne plus jamais s'approcher de Chiadina. Nedi à ce stade avait perdu le compte du nombre de femmes qui étaient soit enceintes de son fils, soit qui avaient eu une rencontre amère avec lui. C'était maintenant épuisant et Nedi décida de ne plus accepter de telles plaines. Le lendemain matin, elle s'apprêtait à quitter la maison pour se rendre au bureau lorsqu'un groupe de policiers fit irruption chez elle pour appréhender son fils Chiadina. Il était recherché pour avoir violé la jeune femme. Et Nedi fit tout ce qu'elle pouvait pour intervenir. Elle a pris quelques officiers à part et leur a proposé de leur donner une énorme somme d'argent en guise de pot de vin pour libérer son fils, mais les officiers ont catégoriquement refusé. Alors qu'ils allaient l'arrêter pour corruption, Nedi n'en croyait pas ses yeux. Elle a appelé toutes les personnes importantes qu'elle connaissait dans l'État, mais personne n'a pu libérer son fils et elle-même des mains de la police.
Nenedi ne comprenait pas pourquoi elle s'est assise dans la salle d'interrogatoire lorsque l'officier enquêteur est entré et Nedi s'est rendu compte que c'était Soma, son ancien nounou, que Chieyina avait violemment violé. Soma était déterminé à poursuivre l'affaire jusqu'au bout. Nedi s'est figé en regardant Soma, son ancienne nounou, maintenant habillée avec élégance d'un uniforme de police avec le grade d'officier supérieur scintillant sur ses épaules. Son comportement autrefois timide et soumis avait été remplacé par un air d'autorité et de pouvoir tranquille. Soma. Nedi bégaya la voix tremblante. Oui madame. Nedi dit calmement. Soma, le regard froid et perçant. Vous souvenez-vous de moi? Vous souvenez-vous de la façon dont vous avez protégé votre fils chaque fois qu'il m'a violé ainsi que toutes les femmes qui m'ont poursuivi? Vous souvenez-vous de la façon dont vous m'avez giflé et dont vous avez qualifié ma dignité de sans valeur? Eh bien il semble que la vie nous a ramenés à la case départ. La bouche de Nedi s'assécha. Elle essaya de parler mais aucun mot ne sortit. Soma continua. Nous vous surveillons, vous et votre fils, depuis des mois. Chaque dissimulation, chaque pas de vin, chaque menace, vous pensiez être intouchable, mais plus maintenant. Elle sortit un petit enregistreur et appuya sur lecture. La pièce se remplit du son de la voix de Nedi qui offrait des pots de vin aux officiers qui l'avaient arrêté plus tôt dans la journée. Combien voulez-vous donner votre prix? Je vais le doubler, non le tripler, je vais juste laisser partir mon fils, résonna sa voix dans la salle d'interrogatoire. Nedi laissa tomber sa tête entre ses mains. Elle savait qu'elle n'avait aucune issue cette fois-ci. Elle resta assise là et écouta Soma continuer. A parlé la jeune fille que votre fils a agressée. CH est la fille du chef Oquette, c'est l'un des hommes les plus puissants de ce pays. Et contrairement à vous, il connaît la valeur de la justice. Votre richesse ne peut pas vous sauver cette fois madame Nedi. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le fils d'un milliardaire arrêté pour viol. La mère détenue pour tentative de corruption. Les gros titres étaient partout. Les investisseurs se sont retirés. La société de Nedi du jour au lendemain et la valeur des actions de sa société a chuté. Le chef Okoye a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que sa fille obtienne justice pour ce que Chieyina lui a fait. Les preuves présentées au tribunal étaient irréfutables. L'enregistrement de la tentative de corruption de Nenedi et les témoignages d'autres victimes dont Soma ont dressé un tableau sombre. SHJN a été condamné à 25 ans de prison tandis que sa mère Nedi a été condamnée à 10 ans de prison pour obstruction à la justice et corruption. Nedi, autrefois puissante, a été escortée hors de la salle d'audience. Menottée, sa tenue de marque et ses bijoux coûteux ne lui offrant aucune protection contre les regards indiscrets du public. Des mois plus tard, Nedi était assise seule dans sa cellule de prison, dépouillée de son luxe et de son statut. Les portes dorées de sa maison avaient été remplacées par des barreaux de fer froid et des murs en béton. Son maquillage, autrefois impeccable, était taché et ses vêtements de marque avaient été remplacés par un uniforme de prison. Chieyina, de son côté, a eu du mal à s'adapter à la vie en prison, dépouillée de sa richesse et de son pouvoir. Il a dû faire face quotidiennement aux conséquences de ses actes. Les gardiens de prison et les détenus ne lui ont montré aucune pitié. Et il a commencé à regretter la vie qu'il menait. 10 les années ont passé et Nedi a été libérée de prison. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, âgée, faible et brisée. Son manoir avait été saisi, son entreprise s'était effondrée et sa richesse avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Nedi errait dans les rues des Nous, croisant des gens qui l'admiraient autrefois. Elle arriva quelques instants plus tard chez sa sœur et sa sœur Uloma ne pouvait pas croire à ce qu'elle était devenue. Elle lui offrit une chambre chez elle et Nedi lutta pour vivre avec la honte. Son fils Chieyina était toujours en prison et Nedi avait du mal à se pardonner, sachant qu'elle avait détruit son fils. Elle a visité la prison où Chieyina purgeait encore sa peine. Quand elle l'a vu, elle a eu le cœur brisé de voir à quel point il avait maigri. Chieyina a raconté l'épreuve douloureuse qu'il avait subie entre les mains de ses codétenus. Il regrettait ses actes et souhaitait que sa mère les corrigeait toutes ces années. Nedi, elle était si bouleversée de voir la douleur dans les yeux de son fils. Elle a éclaté en sanglots en s'excusant auprès de lui pour son rôle dans tout ce qui s'était passé. Pour la première fois, la mère et le fils ont reconnu les conséquences de leurs actes, mais il était trop tard. Car le mal était déjà fait. Chieyina a purgé sa peine et a été libéré plus tard. Alors qu'il avait presque 45 ans, il est sorti de prison et a remarqué à quel point tout avait changé. 25 ans, c'était une très longue période pour être enfermé et SHJN a été si reconnaissant d'être enfin sorti. Il arriva dans la modeste maison de sa mère qui contrastait fortement avec le luxe dont il jouissait en grandissant. Sa mère était maintenant âgée et Chieyina pouvait voir le regret dans ses yeux. Il vivait une vie tranquille et Chieyina commença à reconstruire sa vie. Il partit à la recherche d'un emploi mais personne ne voulait embaucher un ancien détenu. Les jours devirent des semaines et les semaines des mois. SHJN erra dans les rues des Nougou à la recherche d'un emploi. Mais malgré tous ses efforts, le refus fut la seule réponse qu'il reçut.
Son passé s'accrochait à lui comme une ombre et tous les employeurs potentiels le rejetèrent une fois qu'ils découvrirent son passé criminel. Un après-midi fatidique alors que le soleil tapait sur ses épaules fatiguées, SHJIN tomba sur un panneau à l'extérieur d'un imposant bâtiment en verre agent d'entretien recherché. Postulé dès maintenant, le désespoir le poussa à franchir les portes vitrées éteintes. Le hall d'entrée était impeccable avec des sols en marbre, qui reflétaient la lumière des lustres en cristal au-dessus. Kina ne se sentait pas à sa place, ses vêtements usés et son visage buriné contrastaient fortement avec le monde poli dans lequel il avait mis les pieds. Il s'approcha de la réceptionniste avec hésitation. « Je suis ici pour le travail de nettoyage » dit-il doucement. La réceptionniste lui jeta un coup d'œil, ses yeux scrutant brièvement son apparence rude. « Prenez place, quelqu'un s'occupera de vous sous peu. » Quelques minutes plus tard, un directeur d'âge moyenne arriva et conduisit SHJIN dans un petit bureau. « Nous avons besoin de nettoyeurs diligents et honnêtes, dit le directeur en le regardant dans les yeux. « Ce travail n'est pas de l'amour, mais c'est un travail stable. » « Je le ferai, répondit Chejina avec sérieux. « Je travaillerai plus dur que quiconque, s'il vous plaît, donnez-moi juste une chance. » Le directeur l'étudia un moment et soupira. « Vous commencez demain. » Pour la première fois depuis des années, Chejina sentit l'espoir s'éveiller dans sa poitrine. Ce que Chejina ignorait, c'est que l'entreprise appartenait à Ifenenya, la femme qu'il avait abandonnée des années auparavant. Ifenenya avait refusé de se laisser définir par les difficultés. Après avoir donné naissance à son fils qu'elle avait appelé Obina, elle a travaillé sans relâche, jonglant entre plusieurs emplois tout en suivant des cours du soir. Son intelligence et sa détermination ont attiré l'attention d'un mentor qui a financé son idée d'entreprise. Au fil des ans, sa modeste start-up s'est transformée en une entreprise de plusieurs millions de Naira, faisant d'elle l'une des femmes les plus influentes d'Enugu. Malgré son succès, Ifenenya est restée humble, élevant Obina avec discipline, amour et un sens aigu des responsabilités. Elle n'a jamais laissé son amertume passer obscurcir sa vision de l'avenir. Chejina s'est jeté à corps perdu dans son nouveau travail. Il frottait les sols, nettoyait les vitres settes, transportait de lourdes poubelles sans se plaindre. Les autres employés ont remarqué son dévouement et certains ont même commencé à lui montrer de la gentillesse. Mais Chejina ne leva jamais les yeux de son travail, emportant avec lui un sentiment de honte silencieux partout où il allait. Un après-midi, alors qu'il passait la serpillière dans le couloir de la direction, il aperçut un visage familier. Sur un grand portrait accroché au mur, sa serpillière tomba au sol alors qu'il regardait la photo avec incrédulité. C'était Ifenenya vêtue d'un élégant costume, le regard confiant et autoritaire. À côté d'elle se trouvait un beau jeune homme qui se trouvait être son fils. Chejina pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine. Il ne pouvait pas croire qu'Ifenenya était propriétaire de l'entreprise dans laquelle il travaillait maintenant comme agent de nettoyage. Son esprit repassait toutes les choses horribles qu'il lui avait dites quand elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Il regarda à nouveau la photo, se concentrant sur le jeune homme à côté d'elle qui avait environ 25 ans. Peut-il être mon fils? SHJIN a réfléchi profondément alors qu'il terminait son ménage et rentrait de chez lui. Ifenenya était l'une des femmes les plus riches de l'État. Son fils Obina est devenu un jeune homme remarquable, instruit, discipliné et généreux. Contrairement à Chejina, Obina a été élevé avec un sens moral fort. Ifenenya a travaillé sans relâche pour s'assurer que sa vie soit à la fois bien organisée et bien organisée, des qualités qui lui ont valu le respect des employés et de ses collègues. Un soir, alors qu'Ifenenya se promenait dans les couloirs de son entreprise, elle a remarqué un homme qui passait la serpillière avec une détermination tranquille. Il y avait quelque chose chez lui, une posture brisée, une lourdeur dans ses mouvements qui attira son attention. « Bonsoir maman, dit Chejina, soulève la tête. » Cette voix, elle frappa Ifenenya comme un coup de foudre, son cœur se figea et son souffle se bloqua dans sa gorge. Lentement elle s'approcha et regarda son visage. Bien que le temps et les épreuves l'aient surmonté, elle le reconnut instantanément. « Chejina, dit-elle, sa voix tremblant légèrement lorsque leurs regards se rencontrèrent. Son visage pâlit et la serpillière glissa de ses mains. Ifenan. Je bégaya-t-il, sa voix se brisant. « Suis-moi, dit-elle sévèrement et tourna les talons, le conduisant à son bureau. Le bureau était grand et empli d'un air de pouvoir et SHJIN se tenait maladroitement près de la porte, la tête baissée, les mains tremblantes. « Tu travailles ici ?» demanda froidement Ifenenya, les bras croisés. « Oui, murmura-t-il, après tout ce que tu m'as fait, après l'humiliation, l'abandon, tu balais maintenant les sols de mon entreprise. » Chejina tomba à genoux. Ifenenya, je suis désolé, je suis tellement désolé, je sais que mes mots ne veulent plus rien dire maintenant. Mais s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai payé pour mes péchés des années de prison, le rejet de la société, j'ai tout perdu. Les yeux d'Ifenenya brillaient de larmes retenues, mais sa voix restait ferme. Sais-tu combien de nuits j'ai pleuré jusqu'à m'endormir? Combien de fois je me suis demandé si j'avais fait le bon choix en gardant Obina? Tu m'as volé ma dignité, Chejina, mais malgré tout j'ai survécu et mon fils, notre fils, est un homme bon.
Parce que j'ai refusé de le laisser devenir comme toi. Les épaules de Tiéina tremblaient de sanglots silencieux. Est-ce qu'il sait pour moi? Non, dit Iphigénia sèchement. Je ne lui ai jamais dit, je ne voulais pas que ton ombre assombrisse sa vie, mais maintenant te voir comme ça, elle s'arrêta expirant profondément. Tu continueras à travailler ici, mais tu resteras loin d'Obina, tu me comprends? Oui, Fernand, je comprends, merci de m'avoir permis de rester. 7 semaines passèrent et Tigina resta un nettoyeur assidu dans l'entreprise, il évitait Obina comme on lui avait demandé. Mais ne pouvait s'empêcher de l'admirer de loin, il était tout ce qu'il n'était pas. Mais Tigine n'osait pas l'approcher, il ne pouvait pas gâcher ses chances d'être près de son fils. Alors il gardait ses distances espérant qu'un jour Iphigénia dirait enfin à leur fils qu'il était vraiment. Une nuit d'orage alors que la plupart du personnel avait déjà quitté le bureau, Obina resta derrière, penché sur les rapports financiers dans son bureau. La lueur de sa lampe de bureau éclairait son visage concentré tandis que la pluie martelait les hautes fenêtres en verre. Pendant ce temps, Shijina était toujours au travail nettoyant les sols. Du niveau exécutif, son corps vieillissant lui faisait mal, mais il continuait déterminé à prouver sa valeur. Il avait remarqué qu'Obina était toujours dans son bureau mais n'osait pas s'approcher de lui. Tout à coup, un grand bruit retentit dans le couloir suivi d'un gémissement alarmé. Shijina lâcha sa serpillière et se précipita vers le bruit. Il poussa la porte du bureau d'Obina et se figea. Obina était allongé sur le sol, se tenant le ventre, le visage pâle et trempé de sueur. Monsieur, vous allez bien, bégaya Tigina en se précipitant aux côtés de son fils. Aidez-moi, dit Obina faiblement. Avant de se retourner, la panique envahit Shijina. Alors qu'il l'emmena immédiatement à l'hôpital, il fit tout ce qu'il pouvait pour joindre Iphigénia qui refusait de prendre ses appels. Alors que les médecins menaient Obina aux urgences, une infirmière s'approcha de Tchejina. Êtes-vous un membre de la famille, demanda-t-elle. Oui, je suis son père, dit Tchejina sans réfléchir. L'infirmière hocha vivement la tête. Nous avons besoin de quelqu'un pour autoriser les procédures d'urgence. Votre fils souffre d'une insuffisance rénale et nous aurons besoin d'un donneur immédiatement. Êtes-vous prête à être testé pour être compatible? Oui, répondit Shijina sans hésitation. Testez-moi, faites ce que vous avez à faire, sauvez-lui simplement la vie. En attendant les résultats, Shijina essaya d'appeler Iphigénia à plusieurs reprises. Chaque appel resta sans réponse. Il envoya des SMS, laissa des messages vocaux, et essaya même de joindre son assistante, mais il semblait qu'elle était injoignable. Au fil des heures, l'infirmière revint avec le résultat du test révélant qu'il était compatible. Shijina poussa un soupir tremblant alors qu'il les autorisait à prélever son rein. « Prends tout ce dont tu as besoin de moi, mais assure-toi de lui sauver la vie, dit-il. » Tandis que l'infirmière souriait doucement, Shijina a été emmenée dans la salle d'opération aux côtés de son fils Obina. Les chirurgiens ont travaillé sans relâche et après des heures de procédures délicates, la greffe de rein a été réalisée avec succès. Le père et le fils ont été transférés dans la salle. Le réveil de Shijina était très faible à cause de l'opération, mais son cœur était léger. Pour la première fois de sa vie, il avait l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Quand Iphigénia a finalement vérifié son téléphone le lendemain matin, elle a vu les dizaines d'appels manqués et les messages frénétiques de Tajina. Son cœur s'est arrêté et elle s'est précipitée à l'hôpital. Que s'est-il passé, a-t-elle demandé? Votre fils a souffert d'insuffisance rénale, madame, il a eu de la chance, son père était là et lui a donné un rein, il lui a sauvé la vie. Les genoux d'Iphigénia se sont effondrés et elle s'est agrippée à la barrière du lit pour se soutenir. Où est-il, a-t-elle murmuré. L'infirmière a pointé du doigt la salle de réveil de l'autre côté du couloir. Iphigénia est entrée dans la salle de réveil faiblement éclairée et a vu Shijina allongée faiblement sur le lit, le visage pâle mais paisible. Ses yeux se sont ouverts et se sont croisés. Vous l'avez sauvé, a dit Iphigénia doucement, la voix tremblante. Shijina a souri faiblement. Je ne pouvais pas le laisser mourir. C'est mon fils, notre fils. Ses larmes ont coulé sur les joues d'Iphigénia alors que des années de ressentiment et de colère commençaient à se fissurer. Pourquoi l'as-tu fait après tout ça? Parce que je lui dois tout, je te dois tout, je ne mérite pas ton pardon, mais au moins je peux dire que j'ai fait quelque chose de bien cette fois-ci. Iphigénia s'assit à côté de lui, les épaules tremblantes de sanglots silencieux. Merci Shijina, tu as sauvé notre fils. La guérison d'Obina fut lente mais régulière. Lorsqu'il apprit l'existence du donneur, il fut abasourdi. Tu m'as donné ton rein? Demanda-t-il à Kina un après-midi. Oui mon fils, dit-il doucement. Tina, la voix lourde d'émotion. Je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait pour ne pas avoir été là. Mais je suis fier de l'homme que tu es devenu. Obina tendit la main et serra celle de son père, le remerciant de lui avoir sauvé la vie. Shijina reprit son travail dans l'entreprise non pas comme agent de nettoyage mais comme superviseur de la maintenance. Obina lui rendit souvent visite, lui demandant conseil et lui faisant part des dernières nouvelles sur son travail. Iphigénia, bien que toujours prudente, se permit de laisser tomber son amertume. Elle avait vu le sacrifice de Tigina et savait qu'il était désormais un homme différent. Bien qu'ils ne se soient jamais remis ensemble, Tigina a eu la chance d'être dans la vie de son fils et cela lui a suffi.
Sa mère s'est excusée auprès d'Iphigénia pour toutes les choses terribles qu'elle lui avait fait. Et Iphigénia a pris la douloureuse décision de pardonner. Elle n'était pas prête à vivre éternellement avec la douleur et savait que pardonner était la seule solution. La leçon à tirer de cette histoire est que la richesse, le pouvoir et le statut ne peuvent remplacer la discipline, les valeurs et la responsabilité. Protéger les enfants des conséquences ne les protège pas mais plutôt les détruit. Être parent exige de la discipline et pas seulement de l'amour. Les parents doivent donc apprendre à aimer leurs enfants tout en leur inculquant la discipline. Après tout, comme on le dit souvent, la bêtise abonde dans le cœur d'un enfant, mais la verge de la correction la chassera loin de lui. Faites le bien avec vos enfants aujourd'hui et récoltez les bénéfices beaucoup plus tard. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. À bientôt pour une autre histoire.